Bien, bonjour à toutes et à tous. Après la parole d'une archiviste, c'est au tour d'un bibliothécaire de s'adresser à vous. Je suis en effet le directeur des bibliothèques de l'Université de Grenoble-Alpes. Alors, c'est pas tant comme bibliothécaire que je vais parler ce matin, c'est plutôt comme historien du livre. Et pour vous présenter, j'attends que la page de titre s'affiche. Pour vous présenter une belle figure du monde du livre grenoblois de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, donc la période qui précède immédiatement la Révolution, et une belle figure féminine de ce monde du livre grenoblois. Bon, c'est en quelque sorte une illustration de ce que Edith vient de dire sur la présence des femmes dans le monde de l'imprimerie, dont on pense que c'est un monde masculin. Non, il n'est pas si masculin que ça, ce monde de l'imprimerie. On va le voir tout au long de ce que je vais vous dire, dès qu'on aura... Voilà, parfait. Merci beaucoup. Voilà, donc je vais vous parler de la veuve Giroux. C'est comme ça qu'on l'appelle. Elle est connue à Grenoble, elle est connue aussi au-delà de Grenoble. On pourra en parler dans la discussion. Je n'en parlerai pas dans ma présentation parce que je n'aurai pas le temps de le faire. Mais elle est connue aussi au-delà de Grenoble. Donc la veuve Giroux à Grenoble au XVIIIe siècle, le rôle des femmes dans l'imprimerie sous l'Ancien Régime. Donc je vous emmène dans le Grenoble du XVIIIe siècle, vous l'avez compris, et on commence le 8 janvier 1767. On enterre ce jour-là à Grenoble André Giroux. Il est mort la veille à l'âge d'environ 50 ans. C'est comme ça que dit son acte de sépulture. La levée de corps se fait à Saint-Louis, sa paroisse, et la sépulture se fait ensuite à quelques centaines de mètres de là, c'est tout près d'ici d'ailleurs, chez les révérends pères dominicains de cette ville. Avec toute la pompe de l'église, on a sonné pour lui 3 grandes volées de clairs, on a tendu le maître-autel avec le grand drap mortuaire et le pavillon à larmes, la communauté a assisté au convoi, c'est important, le prêtre l'a reçu à la porte de l'église en chape, avec la croix d'argent et les acolytes. Celui qu'on enterre aujourd'hui n'est pas un inconnu, loin de là, il appartient à une longue lignée d'imprimeurs et libraires initiés au XVIIe siècle à Grenoble, et sa famille est depuis 1689 imprimeur du Parlement. Il laisse une veuve, Justine, âgée de 37 ans, et 4 enfants, dont l'aînée, Catherine Justine, est adolescente, et les 3 garçons qui suivent sont encore dans l'enfance. Les 4 enfants étant donc mineurs, la seule question qui pourrait se poser est de savoir ce que va devenir cette grande et belle imprimerie Giroux, qui occupe une place de choix à Grenoble. Mais de fait, cette question ne se pose pas. Ni pour la famille, ni pour la communauté des imprimeurs libraires qui assistent à l'enterrement d'André. Tout le monde sait, dès le 8 janvier, que c'est Justine qui va reprendre l'affaire. Et celle que désormais on n'appellera plus que la veuve Giroux, comme le portent les pages de titres qui sortiront des presses de la vieille maison familiale. Vous le voyez sur ce qui me sert encore de page de titre. À Grenoble, chez la veuve d'André Giroux. Alors, pour comprendre pourquoi la question de la succession d'André, en l'absence d'enfants majeurs capables de reprendre immédiatement la succession de son père, ne se pose pas, il faut examiner 2 points particuliers. D'une part, la réglementation des corporations de métiers sous l'Ancien Régime, et la librairie est un métier corporé sous l'Ancien Régime, et d'autre part, le testament d'André qui règle sa succession. Alors, un petit mot sur le fonctionnement des corporations sous l'Ancien Régime, qui prévoyait clairement la place que pouvaient prendre les veuves dans la succession du défunt mari. Fondamentalement, les corporations sont des organisations masculines, mais les veuves jouissaient dans ce monde masculin d'un privilège considérable, le droit de reprendre l'activité de leur mari et de l'exercer tant qu'elles ne se remariaient pas.
Et donc c'est le décès de leur mari qui leur ouvre officiellement les portes de la corporation masculine. La conséquence de cette organisation est que les veuves acquièrent non seulement une indépendance économique, mais également une puissance qui leur donne une place particulière dans la société d'Ancien Régime. Le cas particulier de l'imprimerie, parce qu'il y a un cas particulier de l'imprimerie dans l'ensemble des corporations, vient s'inscrire dans ce schéma, avec pour le XVIIIe siècle une particularité qui vient renforcer la position des veuves. L'arrêt du Conseil d'État de 1704, c'est une date qui est très importante pour l'histoire du livre, et cet arrêt du Conseil d'État de 1704 est inclus dans le Code de la librairie de 1723. Donc cet arrêt du Conseil d'État énonce un principe qui restera en vigueur pendant tout l'Ancien Régime et qui aura des conséquences très importantes, à la fois sur l'organisation de l'imprimerie en tant que métier corporé, mais aussi sur la place que les veuves y occupent. Le règlement de la librairie définit en effet pour chaque ville du royaume le nombre d'imprimeurs autorisés à y exercer. C'est un nombre très limité et il est interdit de le dépasser. Alors à Paris, c'est là qu'il y en a le plus, le nombre d'imprimeurs autorisés est de 36. À Lyon, il est de 18. À Toulouse et à Bordeaux, c'est 12. À Marseille et à Strasbourg, c'est 6. À Grenoble, c'est 4. Imprimeurs, pas un de plus. Alors, la limitation du nombre d'imprimeurs a plusieurs causes. La série F18 des Archives nationales en est le reflet. Entre autres, la volonté de mieux contrôler la qualité des ouvrages imprimés, en évitant de voir les imprimeurs désœuvrés parce que trop nombreux, se lancer dans la production clandestine de contrefaçons ou de mauvais livres. C'est une citation, hein, le terme ne m'appartient pas. C'est une citation des textes réglementaires de l'époque. Donc la production de mauvais livres, de mauvais ouvrages, n'ayant obtenu ni le privilège ni la permission, et donc ne s'étant pas soumis à la censure. Parce que vous vous en doutez, il y a bien une histoire de censure derrière tout ça. Alors pourquoi 4 à Grenoble? Grenoble au XVIIIe siècle, c'est une petite ville. C'est une ville importante parce qu'il y a un parlement, parce qu'il y a une garnison. On est à 40 km de la frontière avec le Piémont, mais c'est une petite ville. C'est 20 000 habitants, Grenoble, au XVIIIe siècle. Et donc on estime qu'avec 4 imprimeurs, il y aura assez pour répondre à la demande. Alors cette limitation a une conséquence très importante. Quand un imprimeur vient à mourir, si aucun des enfants n'est en âge de reprendre l'affaire, eh bien on risque de voir l'imprimerie passer entre les mains de quelqu'un d'autre, en dehors de la famille. Notamment à cause de la volonté légitime des compagnons de vouloir devenir maîtres à leur tour et de prendre une place libérée par la mort de l'imprimeur. Le Code de la librairie, donc celui de 1723, prévoit ce cas de figure et offre le moyen réglementaire d'éviter cette forme de déperdition d'une activité familiale. Et c'est l'article 55 du Code de la librairie qui règle cette question. C'est un article unique dans le titre 7 du Code de la librairie qui est intitulé, le titre est très explicite, « Des veuves de libraires et des veuves des imprimeurs ». Voilà, titre 7, article unique, l'article 55. Cet article reprend quand même des points qui... tout n'a pas été inventé dans cet article-là. Hein. Il reprend des points réglementaires plus anciens qui se sont fixés dès le XVIIe siècle, en fait. Hein. Dès le XVIIe siècle et qui se sont renouvelés au fil du temps. Le règlement de 1618, le règlement de 1649, l'édit de 1686. Je vous lis dans son intégralité cet article 55, qui est fondamental pour ce que je vous dis ce matin. Les veuves des imprimeurs et celles des libraires pourront continuer le travail de leurs imprimeries et tenir leur boutique de librairie, avoir des compagnons et faire achever aux apprentis de leurs maris défunts le temps de leur apprentissage sans pouvoir prendre de nouveaux apprentis. Et au cas qu'elles se remarieraient, elles ne pourront tenir boutique de librairie ni imprimerie si leur second mari ayant les qualités requises n'ont été reçus maîtres dans la dite communauté. Voilà, c'est clair ? La veuve peut reprendre, mais si elle se remarie, il faut qu'elle se remarie avec un libraire, sinon elle n'a pas le droit d'exercer.
Alors cet article a un double effet puissant. Non seulement il évite le risque de déperdition de l'entreprise familiale, et dans le cas Giroud c'était important, notamment parce qu'il était imprimeur du Parlement, mais également il met les veuves sur le devant de la scène, au cœur même de l'action économique, bien sûr, mais aussi intellectuelle, par le fait, le terme est un peu anachronique, par le fait de la direction qu'elles peuvent donner à la production de l'imprimerie. Souvent, cette entrée de la veuve dans l'imprimerie se fait en entendant qu'un des enfants soit en âge de reprendre la maîtrise de son père. Dans le cas de la famille Giroud, 1767, donc, c'est exactement ce qu'il s'est passé. À la mort d'André, donc janvier 67, comme on l'a vu, 4 enfants sont présents dans le foyer familial. L'aînée, Catherine Justine, n'a pas 15 ans. Jean-Louis Antoine en a 11, et les 2 derniers sont dans la petite enfance, ils ont 10 et 6 ans. Aucun donc n'est en mesure de succéder à son père, et très logiquement, c'est la veuve Justine qui reprend l'imprimerie, donc conformément à l'article 55 du Code de la librairie, mais également en conformité avec les dispositions testamentaires de son mari, qui connaissait évidemment le Code de la librairie. André fait en effet son testament devant notaire en 1760, donc 7 ans avant sa mort, et il désigne son épouse comme son héritière universelle, pour laquelle, je cite le testament là, pour laquelle il veut et entend que tous ses 10 biens soient recueillis. Alors les biens comprennent bien sûr l'imprimerie et la librairie, les 2 conjointement, et le testament est exécuté à la lettre. Justine, en sa qualité d'héritière universelle, prend en main l'imprimerie-librairie de la famille. Les termes du testament sont intéressants parce que André insiste sur la nécessité, dans l'intérêt de ses enfants, de leur conserver la protection de nos seigneurs du Parlement pour la qualité de leur imprimerie et librairie. Alors c'est intéressant parce que en écrivant ça dans son testament, il fait de Justine qui lui succède, en conservant le précieux titre d'imprimeur du Parlement obtenu un siècle plus tôt, la garantie de la protection des enfants qui assureront, eux, le moment venu, la pérennité à long terme de l'imprimerie. Donc c'est bien un rôle essentiel qu'on assigne à Justine à travers ce testament et à travers son application, son exécution à la mort d'André. Un petit mot sur qui est Justine, la veuve d'André. Elle s'appelle Justine Souveran. Elle est née le 10 septembre 1724, baptisée le même jour dans la paroisse Saint-Hugues de Grenoble. Et elle est la fille d'André Souveran, qui est un marchand gantier. Sa mère, Marie des Troyas, vient elle aussi d'une famille de marchands gantiers. Le 17 août 1752, elle épouse André Giroud, et au nombre des témoins qui signent l'acte, 2 avocats en Parlement et un correcteur en Chambre des comptes. Le contrat de mariage est daté du même jour. La dot de Justine s'élève à 10 000 livres, 9 400 livres du chef de son père, 600 livres de sa mère. 8 500 livres sont emboursés en espèces d'or et d'argent par André Giroud le jour même, et 1 500 livres en nippes. En outre, Catherine des Troyas, la tante maternelle de Justine, lui attribue par donation à cause de noces la somme de 2 000 livres. Payable 1 année après son décès, André Giroud donne à sa future épouse, pour bagues et joyaux, la somme de 1 500 livres dont elle pourra disposer à vie et à mort. Alors, c'est ce qu'on pourrait appeler un beau mariage, qui se fait ce 17 août 1782 dans l'église Saint-Hugues, paroisse de la famille de Justine, alliance d'une grande famille d'imprimeurs, avec le titre d'imprimeur du Parlement remontant au siècle précédent, et assurant donc un revenu régulier et solide, avec une famille de marchands gantiers qui, elle aussi, est une famille solidement installée. Alors, les archives sont muettes sur l'instruction que Justine a reçue. Elle connaît le minimum quand même, elle sait lire et écrire, elle signe les actes, notamment son contrat de mariage. Mais on n'a pas non plus de source sur le rôle qu'a pu jouer Justine aux côtés de son mari André pendant sa vie d'imprimeur. Il est néanmoins probable que ce rôle ait été effectif, à en juger par la rapidité avec laquelle Justine a repris en main l'imprimerie au moment de son veuvage. D'autant que Justine, contrairement à d'autres veuves d'imprimeurs à la même époque, n'est pas issue du milieu de l'imprimerie. Et elle n'y est entrée qu'au moment de son mariage.
Elle n'en connaît donc ni les règles, ni les usages, ni les pratiques, et ce n'est qu'en entrant dans la famille Giroux qu'elle apprendra ce qui fait un imprimeur, ce qui laisse supposer qu'elle a travaillé avec son mari pour les apprendre ces règles qui font un imprimeur. Elle prend donc en main l'imprimerie librairie Giroux dès les lendemains de la mort d'André. On le voit avec une source intéressante qui sont les états annuels des impressions faites pour le service du roi de l'ordre de Monsieur le procureur général en la cour de parlement de Dauphiné. Donc, ces états annuels sont conservés aux archives départementales de l'Isère. Et c'est une source intéressante parce qu'elle dresse un état rigoureux, année après année, de ce que Giroux imprime en sa qualité d'imprimeur du Parlement. Alors, pour l'année 1766, donc, André est mort en janvier 67. Pour l'état de 1766, donc pour l'année 1766, l'état qui est dressé en 1767, pour les impressions faites par feu André Giroux et sa veuve, son héritière, depuis le mois de janvier 1766 jusqu'à la fin de mars 1767. D'accord ? L'état suivant est dressé en 1767 pour les impressions faites par la veuve d'André Giroux depuis le mois de mars 1767 jusqu'au commencement de janvier 1768. La chronologie, donc, qu'on en déduit est solide. Dès le mois de mars 1767, Justine est à la tête de l'imprimerie et imprime en son nom. Mars 67. André est mort en janvier. Donc, elle a pris en main l'imprimerie tout de suite. Et à partir de mars 67, c'est sous son nom seul que se poursuit l'activité Giroux. Alors, c'est une chose que d'assurer en son nom propre la marche de l'imprimerie, c'en est une autre d'y prendre pleinement sa place. Le nombre de veuves dans le monde de l'imprimerie d'Ancien Régime, pour les raisons réglementaires que j'ai exposées il y a un instant, est important dans toutes les villes du royaume. Justine n'est pas une exception dans le monde de l'imprimerie, et ça rejoint ce que disait Edith tout à l'heure sur la place des femmes dans le monde de la librairie et de l'imprimerie. Mais il arrive fréquemment que la veuve, en reprenant l'affaire au moment de la mort de son mari, soit surtout là pour assurer la responsabilité morale, laissant le soin au prote, le prote c'est le chef d'atelier, de mener l'essentiel de l'activité. Dans le cas de Justine Giroux, il n'en est rien. Et c'est bien elle qui non seulement dirige vraiment l'entreprise, mais qui lui assure un très important développement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est d'autant plus remarquable que Justine, comme on l'a vu, ne venait pas de ce monde-là. Alors, dans le cadre trop restreint de cette communication de ce matin, je ne peux pas traiter l'apport considérable de Justine au développement de l'imprimerie Giroux, mais je vais le montrer à partir de quelques points importants et révélateurs que j'ai choisis de manière un peu arbitraire. Le premier point, c'est la création des affiches du Dauphiné en 1774. Le deuxième, c'est les conditions de la succession de Justine, cette fois, à partir de 1782. Et puis, le troisième point qu'on regardera ensemble, c'est l'état de l'imprimerie au moment où elle passe la main à son fils Jean-Louis en 1782. Alors, la création des affiches, annonces et avis divers du Dauphiné est un moment clé dans l'activité de Justine. Le premier numéro, vous l'avez sous les yeux, le premier numéro de ce qu'allait devenir un des principaux journaux du Dauphiné est publié donc le 6 mai 1774, 7 ans seulement après la prise en charge de l'imprimerie par Justine. Le prospectus qui annonce la publication donne les principes fondateurs du périodique et qui est prévu pour être publié chaque semaine et envoyé dans toute la province du Dauphiné. C'est une vaste province, le Dauphiné. Ça recouvre à peu près les 3 actuels départements de l'Isère, des Hautes-Alpes et de la Drôme. C'est la raison pour laquelle, dès le premier numéro, on annonce une modification dans le jour de publication dans la semaine. On annonce que désormais, alors le seul numéro publié comme prévu le samedi, c'est celui que vous avez sous les yeux.
Et on annonce que désormais, à partir de la semaine suivante, on publiera le vendredi pour des raisons de transport, en fait, pour pouvoir transporter les numéros dans toute la province. Et il devait y avoir une affaire je ne l'ai pas vérifié, mais une affaire de poste qui permettait le transport le vendredi et pas le samedi. Mais l'idée que je retiens là, c'est pas cette affaire de samedi ou vendredi, ça c'est pas très important. Ce qui est important, c'est la volonté dès le départ de Justine de vouloir faire un périodique qui puisse être disponible dans toute la province du Dauphiné. Alors, qu'est-ce qu'on publiera dans les affiches? C'est un modèle qui existait ailleurs, hein, elle n'a pas inventé le modèle. On y publiera des avis de jurisprudence, les nouvelles découvertes en physique, en médecine, en botanique, en chimie, et puis les avis qui pourront intéresser les lecteurs, le prix des différentes denrées. On publie chaque semaine le prix du pain, le prix du blé, le prix de la viande, le prix du sucre. Et on publie aussi la liste des maîtres qui ont besoin d'ouvriers ou compagnons et les ouvriers ou compagnons qui cherchent de l'ouvrage. On publiera aussi l'annonce des bons livres nouveaux. Alors voilà l'annonce des bons livres nouveaux dans le numéro 17 du 26 août 1774. Les bons livres nouveaux, ce sont ceux qu'on va trouver à la librairie Giroux. Et ça, c'est intéressant. Dans le rôle que Justine a pu jouer dans cette affaire-là. C'est intéressant parce qu'en fait, à travers son périodique, les affiches, et en publiant la liste des livres nouveaux qu'on trouve chez elle dans sa librairie, eh bien, elle donne une impulsion importante, j'ai envie de dire énorme, je ne sais pas énorme, mais en tout cas importante, au rayonnement que sa librairie va avoir dans toute la province du Dauphiné. Et ça, c'est elle qui le fait. Hein. À l'époque d'André, ça n'existait pas. Comme les affiches sont diffusées dans tout le Dauphiné, on met en place un solide réseau de directeurs de correspondance qui est établi dès 1774 et qui est réparti dans 14 villes de la province. De Vienne et Valence jusqu'à Gap et Embrun. Donc vous voyez, ça couvre vraiment l'ensemble de ce vaste territoire. Et les directeurs de correspondance sont chargés de recueillir les annonces à publier, mais aussi de proposer la souscription au périodique. Et donc, grâce à ce réseau qui se met en place dès 1774, eh bien, l'entreprise de Justine fonctionne. On va toucher un très vaste public, et qui n'est pas seulement le public de la ville de Grenoble. Alors ça, c'est le premier point sur lequel je voulais insister. Le deuxième point, c'est la question de sa succession. Alors, la succession, elle va passer entre les mains de son fils. L'aîné, c'est une fille, Catherine Justine, mais dans la réglementation de l'imprimerie d'Ancien Régime, les filles ne peuvent pas exercer la maîtrise. Elles peuvent reprendre l'affaire de leur père si elles se marient avec un imprimeur. Mais sinon, elles ne peuvent pas exercer la maîtrise. La maîtrise était possible dans certaines corporations de métiers. Je ne les ai plus en tête, mais il y a des métiers dans lesquels les femmes accédaient à la maîtrise. Ce n'est pas le cas de l'imprimerie. Donc l'accession à la maîtrise dans le cas de la famille Giroux, ça va être le fils qui est le second dans l'ordre de naissance. En réalité, c'est le troisième. Mais il y avait un enfant, un garçon, deuxième né, qui est mort bébé. Et donc, c'est le deuxième, Jean-Louis, qui va reprendre l'imprimerie. Alors, c'est Justine qui engage le processus de transmission en 1781. Dans une requête c'est la procédure, hein, dans une requête au Conseil du Roi, et dans lequel elle expose en premier lieu que le grand âge, elle a 57 ans. Mais c'est ce qu'elle dit, hein, le grand âge et les infirmités ne lui permettent plus de veiller seule à toutes les opérations de son imprimerie. Alors, il y a une conclusion intéressante déjà à tirer de cette seule phrase, c'est que jusque-là, c'était elle seule qui faisait marcher la boutique. Elle demande à ce que son fils aîné Jean-Louis suive les mêmes traces que ses ancêtres
et elle affirme que pour cela, elle l'a élevé dans la connaissance de tout ce qui est relatif à l'art de l'imprimerie et au commerce de la librairie. Et donc la veuve Giroux se déclare déterminée à donner la démission de sa place en suppliant Sa Majesté de vouloir bien en pourvoir son fils. Bien, on est en 1781. Mais Justine, on l'a vu, est une femme avisée. Elle ne va pas tout laisser tomber aussi facilement. Et elle fait valoir que, toujours dans la requête au roi, toute sa fortune consistait dans l'exercice de cette place et dans le fonds de commerce de librairie qu'elle fait. Et que par conséquent, elle n'a pas cru devoir renoncer, tant pour elle que pour ses 3 autres enfants, aux avantages et aux profits qui résultent de son état d'imprimeur et de commerce de librairie. Elle demande donc que Jean-Louis soit désigné comme son adjoint pour concurremment avec elle, et tant qu'elle vivra, exercer l'art de l'imprimerie et faire le commerce de la librairie à Grenoble. Et c'est ce que le roi va ordonner dans son... le roi, en son conseil, ordonne le 6 août 1781. L'arrêt du conseil daté de cette date. Le 22 août, Jean-Louis subit l'examen devant la chambre syndicale de Lyon et montre, la chambre syndicale des imprimeurs libraires. Et il montre notamment qu'il est congru en langue latine et qu'il sait lire le grec. 2 conditions obligatoires pour devenir imprimeur libraire sous l'Ancien Régime. Il faut être congru en langue latine et il faut savoir lire le grec. Le 22 mars 1782, Brett, qui est le syndic de la communauté des imprimeurs libraires de Grenoble, l'agrée comme imprimeur libraire de la ville de Grenoble, et le 18 avril 1782, il prête serment devant le lieutenant général de police. Ça renvoie à ce que Edith nous expliquait tout à l'heure sur ce qu'est la police générale à cette époque-là. Donc le serment des imprimeurs libraires est prêté devant le lieutenant général de police. Donc Jean-Louis le fait le 18 avril 1782, et il est pleinement, ce jour-là, il est pleinement reçu maître imprimeur de la ville de Grenoble, avec les limites qui ont été posées par sa mère l'année précédente. C'est-à-dire qu'il ne pourra exercer seul la dite place d'imprimeur et faire seul le commerce qu'après le décès de ladite dame veuve Giroux. Elle avait tout prévu, Elle avait tout prévu. À partir d'avril 1782, on entre donc dans une nouvelle phase de l'histoire de l'imprimerie Giroux, mais aussi de la place de Justine. Les pages de titre portent désormais la mention de l'imprimerie de la veuve Giroux et fils. Vous le voyez en bas, là. Bon, là, je vous ai mis un exemple que j'ai dans le fonds ancien de la bibliothèque universitaire. 1789, il est un peu plus tardif, mais enfin, ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer la mention de l'imprimerie de la veuve Giroux et fils. C'est comme ça que désormais les livres sortiront des presses. Et il est difficile, en revanche, de savoir exactement le rôle qu'a joué Justine à partir de 1782. Elle a dit qu'elle était vieille, qu'elle était infirme, qu'elle ne pouvait plus rien faire. Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Difficile à savoir. Probable quand même qu'elle a commencé à se retirer des affaires à ce moment-là. J'en prends pour preuve, en tout cas pour signe, la correspondance que le botaniste Faujas de Saint-Fond a entretenue avec les Giroux à l'occasion de la publication de son Histoire naturelle du Dauphiné. Ça correspond au moment où Justine passe la main à son fils. Et à partir de 1782, donc on a gardé la correspondance, elle est conservée aux archives départementales, il ne s'adresse pratiquement plus qu'à Jean-Louis. Donc la raison qui a été invoquée par Justine, le grand âge et les infirmités, est probablement une vraie raison. Remarquons quand même qu'elle a attendu longtemps après les 20 ans de son fils. Jean-Louis a eu 20 ans en 1775 pour lui laisser l'imprimerie, alors que les règles de la corporation auraient permis à Jean-Louis de devenir maître à l'âge de 20 ans, c'est-à-dire en 75. Elle a attendu longtemps pour passer la main. Ça n'est pas anodin. Ça n'est pas anodin. Est-ce qu'elle jugeait que Jean-Louis était encore inapte à jouer ce rôle? C'est possible. Plus probablement, elle a voulu garder le plus longtemps possible la totale maîtrise de l'entreprise. C'était, si j'ose dire, une maîtresse femme, Justine. Je ne fais pas de mauvais jeu de mots sur le fait qu'elle n'avait pas la maîtrise d'imprimerie,
Mais en tout cas, l'hypothèse que je fais, c'est qu'elle a voulu garder cette maîtrise de l'entreprise et qu'elle n'a lâché les rênes que lorsque les forces ont vraiment commencé à lui manquer. Donc c'est ce qui explique que Jean-Louis n'ait reçu la maîtrise qu'à l'âge de 27 ans en 1782. Alors dans quel état Justine laisse-t-elle l'imprimerie et la librairie à son fils en 1782? On a une source très solide pour étudier cette question, pour répondre à cette question, et la réponse est simple, c'est une imprimerie et une librairie florissante que Justine laisse à son fils après une quinzaine d'années à la tête de l'entreprise. Alors, je n'ai pas le temps de détailler cette source formidable qu'est l'inventaire de 1782. Et il a été très bien fait par faire une minute de publicité pour notre département d'histoire à l'UGA. Il y a une solide étude qui a été faite par Élodie Guillan, qui est dans un mémoire de deuxième année de master sous la direction d'Anne Béroujon. Je vois que Clarisse opine du chef. C'est un beau travail qui a été fait, très solide, une belle utilisation des sources. Donc, il y a notamment une très solide étude de cet inventaire de 1782. Je vous y renvoie pour les détails que je n'ai pas le temps d'exposer. Donc je dégage juste à grands traits quelques éléments significatifs. C'est un inventaire qui est conservé à la bibliothèque municipale de Grenoble. Il est très détaillé, hein, c'est 122 feuillets, recto et verso. C'est un très gros document, hein, et qui comporte à la fois ce qui touche à l'imprimerie et ce qui touche à la librairie. On y trouve aussi les dettes actives et les dettes passives de la maison, ce qui est intéressant parce que ça permet de savoir avec qui elle était en rapport, et notamment en rapport d'affaires. Et l'inventaire a été commencé le 15 juillet 1782, donc 3 mois après l'accès de Jean-Louis à la maîtrise et 3 semaines avant son mariage à Jean-Louis. Alors pour ce qui est de l'imprimerie, on voit ressortir clairement la solide activité de publication au cours des 15 années d'activité de Justine. Elle a publié 65 titres pendant ces 15 années. Ça vous paraît peut-être peu, 65 titres, mais à elle seule, elle a produit plus dans ce laps de temps que tous les autres imprimeurs de Grenoble. C'est remarquable, ça. Et si on prend un exemple, Giroux, c'était les imprimeurs du Parlement. Si on prend les exemples du droit, c'est elle qui a publié sur ces 15 années-là la moitié des factums édités à Grenoble, donc les factums qui étaient en gros les mémoires faits par les avocats du Parlement. Elle a publié à elle toute seule la moitié des factums publiés à Grenoble pendant cette période-là. Et puis elle continue. Ça c'était aussi un autre exemple de la veuve Giroux et fils. Elle continue la publication du monumental recueil Giroux, comme on l'appelle, le recueil des édits et déclarations du roi, qui a commencé en 1690 par les ancêtres d'André, qui se poursuit jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution. Justine le poursuit. Au passage, elle râle un peu en disant que ça lui prend du temps, ça coûte cher et ça ne se vend pas. Mais en tout cas, elle le continue, ne serait-ce que par obligation réglementaire. Voilà. La grande qualité de Justine aussi, c'est d'avoir su sortir des spécialités familiales anciennes, qui étaient le droit donc, imprimeur du Parlement, mais aussi les livres de religion. Alors, c'est de manière non pas marginale, mais minoritaire qu'elle sort de ces sentiers battus, mais elle en sort. Elle publie des ouvrages de science, et notamment, je vous en ai dit un mot il y a une seconde, notamment l'histoire naturelle du Dauphiné, de Faujas de Saint-Fond. C'est un remarquable ouvrage, vraiment remarquable, et remarquable y compris du point de vue de sa qualité technique de présentation. Et vous le voyez, c'est un ouvrage illustré. C'est un ouvrage illustré en taille douce, donc voilà, imprimé et se vend à Grenoble chez la veuve Giroux, imprimeur libraire du Parlement, et se vend à Paris aussi, au bureau du journal de physique. Alors,
Petit détail technique qui a son importance quand même, ça n'est pas Justine qui a imprimé les gravures. Ce qui a conduit à des conflits avec Faujas de Saint-Fond, et donc du coup à une belle correspondance où ils se prennent de bec l'un et l'autre sur la publication de cet ouvrage. Elle publie aussi des ouvrages ça c'est un ouvrage qui coûtait cher, qui avait un public assez restreint, mais elle publie dans le domaine scientifique, et ça c'est important, des ouvrages plus accessibles, de plus petits formats, donc qui se vendent de plus facilement. Et je vous en propose un que j'ai dans le fonds ancien de la BU, Le cri de la nature en faveur des enfants nouveau-nés, donc qui est publié par un médecin, Nicolas. Donc ouvrage dans lequel on expose les règles diététiques que les femmes doivent suivre pendant leur grossesse et pendant leur couche, etc. Voilà. Ce qui est intéressant là, c'est de voir l'intervention de la veuve Giroux dans ce domaine des sciences au XVIIIe siècle qui commence à se développer. Mais elle publie aussi de la poésie et du théâtre. Pour ce qui est de la fortune des Giroux, telle qu'elle résulte de leur activité, la conclusion est simple. Non seulement Justine a maintenu cette fortune, mais elle l'a accrue. En 1742, Philippine Giroux, qui était la mère d'André, paie 6 livres de capitation. En 1757, André en paie 20, et en 1772, Justine paie 18 livres de capitation. Alors, 18 livres de capitation dans le Grenoble du XVIIIe siècle, c'est une somme qui est élevée par rapport aux autres contribuables dont on a la liste. Hein. On a le rôle des capitations pour toutes ces années-là. C'est une somme qui est élevée. Et en 1782, l'inventaire dont je vous ai déjà parlé, il allait servir à faire le partage des biens entre la famille. Hein. Le montant des biens de la famille est estimé à 120 000 livres, ce qui est une somme colossale. Et qui montre combien l'entreprise des Giroux s'est développée. À cette somme de 120 000 livres, il s'en ajoute une autre. Justine vient de signer un contrat avec le diocèse de Vienne pour publier des livres en lien avec l'activité du diocèse, et le montant du contrat, c'est 126 000 livres. Autre signe de cette réussite économique, c'est le mariage de Jean-Louis. En août 1782, il épouse Marie-Euphrosine Couturier, qui est la fille d'un bourgeois de Grenoble, qui apporte une dot de 30 000 livres. 30 000 livres de dot en 1782, c'est une très grosse somme. Justine avait apporté, elle venait d'une famille de marchands gantiers riches, elle avait apporté 10 000 livres de dot, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, au moment de son mariage 30 ans avant. Là, son fils, c'est 30 000 livres qu'il a du fait de sa femme au moment de son mariage. L'état de la librairie s'est lui aussi considérablement développé, et notamment avec le rachat en 1778 et 1780 du fonds du libraire Faure. L'ensemble, je vais passer assez vite parce que je crois que je suis en train de dépasser mon temps de parole, mais pour le dire de manière rapide, Gaspard Giroux, qui était le père d'André, laisse une librairie dans laquelle il y avait à peu près 700 volumes. Justine laisse à son fils une librairie dans laquelle, en comptant le fonds de Faure qu'elle vient de racheter, à peu près 80 000 volumes. 80 000 volumes, c'est considérable. C'est vraiment considérable. Je termine quand même, avant la conclusion, par un petit éclairage complémentaire sur la place qu'a tenue Justine dans le monde des Lumières à Grenoble. Alors, les livres des philosophes sont présents dans sa librairie. Il y a Voltaire, il y a Rousseau, il y a Montesquieu. Mais elle participe aussi au débat d'idées à Grenoble, en lien avec la création de la bibliothèque publique, qui est en cours de création depuis 1772, et dont elle vante les mérites dans le premier numéro des affiches. Elle annonce la création de la bibliothèque publique. Alors, on ne va pas le lire en entier, mais c'est très... On ne peut trop applaudir un établissement dont on reconnaît tous les jours l'avantage et l'utilité. Voilà. Elle s'inscrit vraiment dans ce mouvement-là, et elle fournit la nouvelle bibliothèque publique en livres et en périodiques. Voilà.
l'état des livres et journaux fournis au père Ducrot, qui était le directeur de la bibliothèque, pour la bibliothèque publique par la veuve Giroux, imprimeur-libraire. Alors, voilà, là, c'est un des états, hein, il y en a plusieurs, ils sont conservés à l'ABM de Grenoble. Juste un petit clin d'œil grenoblois. L'état que vous avez sous les yeux, qui est de 1779, édité par, vous arrivez à lire, par Gagnon. Et bien sûr, c'est Gagnon, c'est le grand-père de Stendhal, hein, qui a joué un rôle essentiel dans la création de la bibliothèque municipale et qui continue à jouer un rôle important, notamment en visant les achats des livres. Et c'est la veuve Giroux qui les fournit, les livres. C'est la veuve Giroux qui les fournit. Alors, conclusion, rapidement. Le rôle des veuves dans l'imprimerie de l'Ancien Régime a été très important. C'est une question qui est quand même bien connue et on en a vu les fondements juridiques et réglementaires. Justine en est un parfait exemple dans le contexte grenoblois. Et il est intéressant de remarquer qu'elle fait elle-même partie de ce que j'appellerais une dynastie des veuves Giroux. Elle n'est pas la seule veuve Giroux à avoir joué un rôle. Une dynastie qui a commencé avec Angélique, la veuve de Philippe, qui est le premier libraire de Giroux de Grenoble à la fin du XVIIe siècle, qui a été suivie de Philippine, la veuve de Gaspard, dont le rôle est déterminant au milieu du XVIIIe, pendant la minorité de son fils André. Puis vient Justine, la veuve d'André, et l'ironie de l'histoire veut que ce soit une femme, Marie-Euphrosine, donc l'épouse de Jean-Louis, le fils de... Donc c'est la bru de Justine, qui soit la dernière à porter l'imprimerie Giroux dans la décennie 1810. Et c'est elle qui vend l'imprimerie à son concurrent Baratier en 1818, mettant ainsi un terme à un siècle et demi d'activité. Donc un rôle essentiel que les femmes de la famille Giroux ne sont pas les seules à jouer à Grenoble au XVIIIe siècle, où elles côtoient d'autres veuves qui exercent dans le même métier et pour les mêmes raisons, et qui prennent également toute leur place dans l'effervescence de ce monde du livre et de l'imprimerie à Grenoble dans l'avant-révolution, et aussi pendant la Révolution. Je cite par exemple la veuve Cuchet ou la veuve Faure. Je vous ai donné le nom de Faure tout à l'heure au passage. Alors, il est d'autant plus étonnant de constater ce qu'il faut bien appeler une vraie forme d'invisibilité de ces femmes, même si encore une fois aujourd'hui on sait bien le rôle qu'elles ont joué. Mais dans l'histoire depuis le XVIIIe siècle, ou dans l'historiographie plutôt, il y a une forme d'invisibilité. Ce qui est quand même surprenant. Ne serait-ce que parce que, au-delà du rôle essentiel qu'elles ont joué, on l'a vu avec Justine Giroux, elles laissaient leur nom en clair sur la page de titre qui sortait de leur presse. Et c'est quand même difficile d'être plus visible aux yeux de la postérité. Et malgré tout, cette invisibilité, elle existe. Il faut remarquer pour finir que ce rôle des femmes dans l'imprimerie, dont on a bien vu qu'il se fondait sur une réglementation particulière, disparaît progressivement au XIXe siècle. La Révolution, parce qu'elle fait disparaître les corporations et abolit les règlements qui allaient avec, a entraîné, c'est un effet secondaire, a entraîné la disparition progressive mais rapide de la place des femmes dans l'imprimerie. Avec la profonde réorganisation du monde du livre qui suit la Révolution, les femmes retrouvent un rôle, mais dans d'autres territoires du monde du livre, et notamment dans les cabinets de lecture, mais plus dans l'imprimerie et la librairie. Je vous remercie. Bien, merci pour ces deux belles communications. On va peut-être passer au temps des questions, s'il y en a. Avant de terminer avec la communication de Brigitte Vionnet. Une observation, c'est un peu pousse au crime de penser l'émancipation par le veuvage. Oui. Oui, mais après, ça a marché. Ça a marché.
Voilà. Que dire d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres métiers, là vous étiez dans l'imprimerie et la librairie, est-ce qu'il y a d'autres métiers où il y a des traces de femmes qui ont pris complètement en responsabilité? Oui, alors, je ne suis pas un spécialiste des autres métiers, donc je parle quand même sous le contrôle des historiens qui sont dans la salle et qui connaissent d'autres domaines. Mais oui, ça existe dans d'autres domaines. Notamment, il y a un domaine, enfin, à mes yeux, inattendu, mais encore une fois, c'est parce que je ne suis pas un spécialiste de la question, dans lequel les femmes jouent un rôle très important, c'est la corporation des vitriers. Donc oui, il y a beaucoup de domaines dans lesquels les femmes jouent ce rôle-là. Il y en a même dans lesquels elles ont la possibilité d'accéder à la maîtrise. Pas le cas d'imprimer, il y a des domaines, des métiers corporés, comme on les appelle, où les femmes accèdent à la maîtrise. Donc oui, c'est pour ça que c'est d'autant plus important, je pense. Je ne le dis pas parce qu'on est dans une journée d'études. Oui, il faut que je parle avec le micro, pardon. Sinon, voilà. Je ne le dis pas parce qu'on est dans un colloque consacré à ce sujet-là. C'est d'autant plus étonnant qu'il y ait il y a eu pendant aussi longtemps cette forme d'invisibilité de la place des femmes, alors que c'est une place considérable. Considérable. Enfin, heureusement, on a les archives qui en ont gardé la trace. Oui. Alors, là, je ne sais pas si les femmes faisaient ça. C'est d'ailleurs la raison, alors je reprends le clin d'œil, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les femmes, souvent dans l'imprimerie, avaient un rôle particulier. Parce que l'imprimerie, sous l'Ancien Régime, il ne faut pas s'y tromper, c'est un métier physiquement dur. Parce que la presse, il faut la manipuler. Et la presse d'imprimerie sous l'Ancien Régime, c'est une presse à bras. On n'a pas fait beaucoup de progrès depuis Gutenberg, en fait, au XVIIIe siècle. Et donc, pour manipuler la presse, il faut des bras. Et ça a donné d'ailleurs lieu à un vocabulaire très imagé du monde de l'imprimerie. Ceux qui manipulaient la presse, on les appelait les ours. Et justement parce que c'était des costauds. Oui, c'était une toute petite question. En fait, j'étais assez étonnée que cette veuve Giroux ait pu garder l'imprimerie alors qu'un de ses fils était majeur. Moi, je m'attendais à ce que les veuves ne puissent pas continuer, que c'était juste une transmission avant qu'un des aînés soit majeur. C'est une excellente remarque. Et effectivement, dans beaucoup de cas, alors pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, la veuve prend le relais à la mort du mari, le temps qu'il y ait un des enfants qui devienne assez grand pour exercer. Dans le cas de la veuve Giroux, et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant, c'est comme je l'ai dit, elle aurait dû laisser la main en 75. Enfin, elle aurait dû. On n'écrit pas l'histoire avec des si. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas laissé la main. On fait des hypothèses. En 75, son fils atteint l'âge qui permet d'exercer comme maître. Et rien ne l'aurait empêché de le faire. Je ne vois pas ce qui aurait pu empêcher qu'il le fasse. Elle fait durer les choses encore 7 ans, premièrement. Et deuxièmement, elle dit bien, au moment de la passation des pouvoirs, qu'il sera son adjoint, Jean-Louis. Donc elle va continuer avec lui. Moi, la seule conclusion que j'en tire, c'est que c'est elle qui avait le. Ben oui, voilà. Elle avait la main sur l'entreprise, vraiment. Et y compris dans les relations avec les auteurs. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais la relation avec Faujas de Saint-Fond est passionnante. Bien, merci. Edith, une dernière question. Je voudrais juste relier une question qui est en distanciel, qui est posée en distanciel. Est-ce qu'on sait ce que Justine a fait pour sa fille aînée, puisqu'elle n'a pas pu transmettre, puisqu'elle ne peut pas être maître, et si elle a amélioré les conditions de travail de ses employés? Alors,
je sais à peu près répondre à la première question, moins à la deuxième. Alors, première question, Justine, a priori, ne s'en est pas tellement souciée du sort de sa fille aînée parce que son mari s'en est soucié. André a solidement pourvu le sort de sa bien-aimée fille, c'est comme ça qu'il la désigne dans le testament. Visiblement, il avait une relation d'affection très proche avec sa fille, et il lui lègue une somme plus importante qu'au garçon, avec même 2 ou 3 ans plus tard, un augment de legs en faveur de sa fille. Donc André a été très soucieux de ne pas laisser sa fille dans le besoin, et c'est ce qui s'est produit. Après, les conditions d'exercice dans son atelier, là je ne sais pas répondre. Je pense que c'était la même chose que dans toutes les imprimeries à l'époque. Bien, je passe.